Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Succession du patriarche de Nzérékoré, il n'y a toujours pas d'entente au sein de la famille Zobélémou qui reste divisée sur le nom du remplaçant du vieux Azali. Deux membres de la même famille se disputent le poste de patriarche. Entre le fils et l'oncle, personne ne veut céder. Le FNDC a-t-il encore des ressources pour poursuivre son combat sur le terrain? Oui, selon ses membres, qui pour la plupart se sont mis à l'abri. Notre rédaction a rejoint ce mardi Sékou Koundono, le responsable de la stratégie, qui parle d'une bataille qui est loin d'être terminée. Notre grand format du jour sera consacré au climat. Il fait excessivement chaud à Conakry et cela s'explique par certains nombres de phénomènes climatiques que va nous expliquer un spécialiste de la météo. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La ville de Nzérékoré a deux patriarches. Depuis quelques jours, la polémique enfle autour de la succession du feu Azali Zobélémou et elle divise le Conseil des sages et les familles Zobla. 24 heures seulement après la désignation de Lambert Gwekoya Zobélémou par les 7 grandes familles Zobla, le Conseil des sages est sorti de sa réserve pour invalider ce choix avant de désigner David Massa Zobélémou, fils du défunt patriarche. Alexis Collier nous signe ce reportage. Voici celui qui semble faire l'unanimité au sein du Conseil des sages. David Massa Zobélémou, fils du feu Azali, se veut héritier du trône patriarcal de Nzérékoré par voie de succession de son père. Le vieux de son vivant a dit ça 3 fois et la 4e reprise c'était lorsque j'étais venu de Cancan. Il a dit ça devant tout le monde. Et quand il a dit, personne n'a riposté pour dire « Ah, vieux, ceci, cela ». Donc, le vieux meurt et ils veulent venir s'aimer la pagaille. Encore pour que les gens puissent courir par-ci, par-là. David Massa attend son intronisation les jours prochains et bénéficie du soutien du vice-président du Conseil des sages. Elhadj Sokopé Damé dit obligatoirement respecter la volonté du feu Azali, celle de se voir succéder par son fils. Tout ce qu'ils sont en train de dire et faire, c'est du faux. C'est du faux, c'est du mensonge. Les populations n'ont pas encore accepté ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire. Dans le camp de Lambert Gwekoya Zobélémou, l'on parle plutôt d'une machination. Pour les 7 familles, le choix des patriarches leur revient dans la lignée des pères. Lambert Gwekoya et sa famille ne comptent pas lâcher prise et mettent en garde. Quand les 7 familles se réunissent et choisissent quelqu'un, c'est là-bas où tout le monde est. Sur les 7 familles, tout le monde était là. Et le choix a été fait, le choix s'est porté sur moi. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais celui qui est derrière, c'est le maire. Je le dis maintenant. C'est le maire qui est derrière. Il faudrait qu'il sache que quand il y a un problème de famille, il n'a qu'à laisser cette famille agir, trouver la solution. Et les vieux ont trouvé la solution. Mais lui, il n'a pas accepté cette solution. Donc c'est lui qui connaît. S'il y a trouble ici, c'est lui qui est responsable. Ce colonel de police à la retraite pourrait être aussi intronisé les jours prochains. La situation est en passe de susciter de nouvelles tensions en Nzérékoré. Mais pour l'instant, aucune réaction des autorités locales. Alexis Collier, notre correspondant dans la zone. Toujours en Nzérékoré, 5 présumés bandits armés viennent de tomber dans les filets de la police. Ils ont été présentés lundi à la presse et aux autorités locales. Ces présumés malfrats, dont l'âge varie entre 25 et 40 ans, seraient responsables de plusieurs attaques nocturnes pendant les fêtes de fin d'année. Selon le commissaire divisionnaire de la police de Nzérékoré, ces jeunes ont un mode opératoire tout nouveau. Ils ont été repérés puis arrêtés le 28 décembre 2020. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant, Alexis Collier. C'est le groupe qui rentre dans les lieux publics où les gens se regroupent.
ils se font passer pour, dans un premier temps, comme étant le client, en repérant bien sûr leur cible. Une fois repérés, ils sortent en dehors de l'enclos ou de la cour et se mettent à jeter les cailloux pour que la panique s'installe. Une fois que la panique s'installe, les gens se mettent à courir. Donc, et ça trouve qu'eux, ils ont opéré, repérer les clients auxquels ils doivent s'attaquer. Dès qu'ils aiment la panique, ces gens-là sortent, ils les attaquent. Celui qui résiste, il les tue. Ce groupe-là était recherché par nous depuis le 23. Parce que le 23, ils ont tiré sur un motard, 23 mars, je dis bien, pendant les événements du 23 mars, ils ont tiré sur un motard. Le motard a été transporté à l'hôpital, mais ils ont pris la moto, ils ont vendu la moto. Et ils sont repartis de l'argent. Donc depuis ce jour-là, on est en train de chercher ce groupe-là. Ce n'est que le 28 maintenant, au bar Oyatol, à l'hôtel Oyatol, où ils ont fait cette opération et on les a arrêtés. Cet élément en plus bref avant de continuer ce journal, saignée financière au fonds minier, décaissement douteux de plus de 34 milliards de francs guinéens en 18 mois. C'est le titre d'un article de presse publié par le site d'information Guinée News. Selon nos confrères, le relevé bancaire du fonds d'investissement minier pour la période du 1er janvier 2019 au 11 août 2020, plus de 34 milliards de francs guinéens ont été décaissés, pour la plupart en espèces, en virement bancaire, représentation, débit, crédit cash, écriture de masse, émission de chèques pour des dépenses supposément douteuses qui n'ont rien à voir avec la vocation du fonds d'investissement minier. On y reviendra demain. Le dialogue souhaité par l'UFR et compagnie est apprécié diversement sur le terrain. Des acteurs de la société civile guinéenne se prononcent pour ceux interrogés. Le dialogue reste la seule alternative pour une sortie de crise en Guinée. Certains sont prudents, ils émettent des doutes sur la sincérité de ce dialogue, s'il avait lieu. Ali Badara Camara, Aboulaye Camara pour ce reportage. Après un boycott des élections couplées du 22 mars 2020 et la présidentielle du 18 octobre dernier, le président de l'Union des forces républicaines se dit enfin favorable à un éventuel dialogue avec le premier président de la 4e République. Même s'il salue l'initiative, le coordinateur du réseau COSELPED pense qu'il y a lieu d'abord d'analyser les précédents dialogues engagés entre la mouvance et l'opposition. Et c'est là aussi l'objectivité où les progressistes puissent changent le monde. Ils changent le monde en tirant les leçons du passé, à savoir qu'est-ce qui a marché par le passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les dialogues par le passé ont été couronnés beaucoup plus, vais-je dire, par des espoirs que par des résultats. Si le réseau COSELPED trouve la nécessité d'évaluer des précédents dialogues, le président de la jeunesse CEDEAO Guinée, lui, reconnaît quelques résultats des dialogues qui ont réuni la mouvance et l'opposition lors des 2 derniers. Certes, il y a eu beaucoup de manquements dans les conclusions des précédents dialogues. Les manquements sont clairs. Mais les dialogues, quand même, à un moment donné, ont abouti à des choses dans ce pays. Pour faciliter un cadre de dialogue, une large consultation a été menée auprès des structures syndicales ainsi que les partis politiques. Ces acteurs invitent d'autres formations politiques du pays à favoriser le dialogue. Je voulais simplement rappeler aux autres entités de l'opposition que c'est évident aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de situations graves. Il y a eu des pertes en vies humaines. Il y a des Guinéens qui sont en prison. Il y a des Guinéens qui ont perdu leurs biens, leur vie. Il y a aussi les édifices publics et privés qui ont été mis à mal. Il y a le tissu social aujourd'hui qui est fragilisé, pour ne pas dire qui est totalement déchiré. Alors, par rapport à cela, c'est de dire que dialoguer ne veut pas dire renoncer à son droit de manifester, à son droit de recours à autre chose. Pour ce qui est du slogan « Gouverner autrement », ces acteurs de la société civile pensent qu'il faut attendre les 100 premiers jours ou après la composition du prochain gouvernement pour se faire une idée. Comme annoncé dans les titres, ces questions que nous nous posons, que devient la lutte du Front National pour la défense de la Constitution? Les membres du FNDC sont-ils libres de leur mouvement? Pas tout à fait pour tout le monde. Certains se sentent menacés. Ils sont à l'abri pour leur sécurité. Sékou Koundono, le responsable de la stratégie du mouvement,
ne désarme pas, il entend poursuivre le combat. Selon lui, le front ne va jamais reculer et considérer cette lutte désormais comme un devoir constitutionnel et un défi pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pendant ce bras de fer qui les a opposés à l'État. Il a été interrogé par Mamoudou Boulère Diallo. La crise sociopolitique née de la volonté du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat n'est pas encore terminée, selon le Front national pour la défense de la Constitution. Les responsables travaillent sur de nouvelles orientations pour intensifier le combat, explique Sekou Koundounou. En 2021, beaucoup d'actions sont prévues, mais des actions adaptées au fait à la caporalisation des institutions constitutionnelles, à la militarisation de la ville de Conakry et des provinces, mais aussi au maintien au fait de la Banque centrale dans les mains de M. Alpha Condé. Donc toutes nos nouvelles stratégies seront adaptées à cette réalité et à cet environnement qui prévaut. Avant mi-janvier, si tout se passe bien, la nouvelle architecture assortie d'une nouvelle feuille de route avec des actions précises sera rendue publique. Pourtant, la Cour constitutionnelle a installé le président Alpha Condé le 21 octobre 2020 pour un troisième mandat de 6 ans. Le FNDC dit ne pas être concerné par ce acte. Le Front dit concentrer ses efforts ailleurs. La nation elle est prise en otage par un groupe de despotes. Donc la préoccupation et le défi qui s'impose au niveau de la coordination du FNDC, c'est comment se débarrasser de ce groupe de despotes et rétablir l'ordre constitutionnel. Donc dans une situation où nous vivons dans un néant systématique, il n'y a rien à espérer si ce n'est pas à la misère et au recul démocratique, mais aussi à la privation de l'essentiel des droits de l'homme. Les récentes prises de position de certains leaders membres du Front, notamment Sidia Touré, Faya Milimono, Baouri, seront prises en compte dans la nouvelle architecture. Ce qui est important à notre niveau actuellement, c'est de finaliser rapidement cette nouvelle feuille de route assortie des orientations plus claires et précises, nous permettant à nous et aux millions de Guinéens qui fondent un espoir incessant sur le FNDC de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale. Sekou Koundounou décrit la Guinée sous Alpha Condé comme étant un pays néant dans lequel la démocratie avance à reculons et les droits de l'homme confisqués. Éducation à présent. Les admis au baccalauréat sont désormais situés sur leur lieu d'orientation. Tous connaissent désormais leur université respective. Un résultat non satisfaisant pour certains qui ont été orientés dans des options qu'ils n'ont pas souhaitées. Par contre, d'autres sont très satisfaits de leurs orientations. Rosaline Goto-Monemou, Mohamed Al-Hussein Kamara ont fait le constat. On suit le reportage. Ba Alpha Oumar est orienté en génie mécanique pendant que son rêve était de devenir ingénieur. Face à ce résultat, il ne perd pas espoir. Il compte poursuivre ses études supérieures en génie mécanique où il est orienté. Après son cycle universitaire, suivent des formations supplémentaires en génie civil. Je cherchais toujours des relations avec les jeunes ingénieurs pour pouvoir être orienté en ingénierie civile. Mais aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de ça. Mais je vais me fier sur ça pour avancer. Même si je vais faire génie mécanique en ce temps, à l'université, je vais faire des formations en génie civil pour être un ingénieur. Cette autre nouvelle étudiante est orientée en physique à Zéro-Corée, un choix qu'elle n'apprécie pas. Ousseina Touba envisage négocier pour un transfert et un changement d'option. Je ne suis pas satisfaite du tout. Parce qu'on m'a orientée à Zéro-Corée en physique. Je voulais faire génie informatique à Gamal, mais on m'a orientée à Zéro-Corée. Je voulais changer pour être à Conakry. Face à ces résultats de l'orientation des bacheliers session 2020, ces responsables d'école déplorent les résultats ainsi que le processus de création de comptes. Il invite les autorités à revoir le processus les années à venir. Qui fait mathématiques, il est appelé à être ingénieur, il est appelé à être ingénieur par exemple génie civil, ingénieur par exemple en informatique par exemple. Mais en 2020, en République de Guinée encore, quelqu'un qui fait les sciences mathématiques avec toutes les fonctions qui existent dans le programme est orienté pour la première fois, je vais dire, à l'université Juris Nyerere de Kankan en histoire, alors qu'il n'a rien à voir avec l'histoire. Il faut mettre les moyens peut-être à la disposition de groupes s'ils n'ont pas les moyens, de rendre l'application plus performante. Et deuxièmement, pour les années futures, ils n'ont qu'à penser à l'installation des centres d'orientation dans les quartiers.
Manifestation de rue ce mardi dans les quartiers Sonfonia et Sangoya. Les citoyens exaspérés par le manque de courant ont décidé de se faire entendre à travers des mouvements de contestation. Nos reporters ont suivi leurs traces. Diana Bangoura à Boubacar Keke Bangoura. Ce sont deux quartiers de deux communes différentes. Ils vivent dans l'obscurité depuis quelques jours et c'est pour exiger le retour du courant que les habitants de Sangoya, deuxième porte, ont investi la rue ce mardi. Ça fait à peu près 3 semaines, disons 1 mois, nous n'avons pas de courant, nous souffrons. On a passé presque toute la fête dans l'obscurité, dans le noir. Cette zone de Sangoya qui manque de l'électricité pour cause de transformateurs est composée de 3 secteurs. Très en colère, ils avertissent. Généralement, en Guinée, gérer les choses à l'amiable, ça ne marche pas. Il faudrait forcément passer par la violence pour que les choses aillent. Donc c'est ce que nous sommes décidés maintenant. Si le transformateur ne vient pas dans 24 heures, on va passer à autre chose. Sangoya n'est pas le seul quartier dans cette situation. À Sonfonia également, c'est le même calvaire. Pas plus tard qu'hier, les habitants étaient dans les rues, tous réclamaient l'électricité. Selon ce qu'on a appris, qu'il y a un panne général au niveau de notre ligne depuis à partir de l'Ansana. Dans ce quartier, plusieurs activités sont au ralenti. S'il n'y a pas de courant, même moi, je ne peux pas travailler. Les 2 semaines là, je ne travaille pas avec la machine là. Donc s'il n'y a pas de courant, c'est un peu chaud. Mais à la maison, tu ne peux pas te coucher. Tous les yeux sont alors rivés sur les autorités et l'électricité de Guinée pour éviter le pire, nous confient ces citoyens. Sur un plan tout autre, les usagers de la route Kuntia, kilomètre 36, vivent l'enfer. Ils cohabitent avec un dépotoir et qui leur rend la vie difficile. D'épaisses fumées se dégagent de ces déchets qui constituent un danger pour les usagers dans la circulation. Les habitants de cette localité, à bout de souffle, ont manifesté leur mécontentement à travers notre micro. Les autorités, elles, pointent du doigt des inconnus qui viennent nuitamment déverser des ordures et ensuite y mettre du feu. Et elles sollicitent l'aide du gouvernement. André Mossier Medimono et Ibrahima Dekosuma pour cet autre constat à 36. Nous sommes dans la préfecture de Koya, sur un dépotoir d'ordures érigé sur le pont reliant Kuntia au kilomètre 36, dans Sanoya. Ici, riverains et usagers vivent le calvaire au quotidien. Respirer de l'air pur par là demande plusieurs sacrifices. Et tenez-vous bien, la cohabitation avec cette fumée ne date pas d'aujourd'hui. Des maladies pulmonaires ayant malheureusement emporté quelques-uns avec des accidents à répétition, ces habitants n'en peuvent plus. Birin katave nanama alako e ramire soto na ge vama e rabe yoge masiga tarabonna ginyoge rafe bara mutan tora be kof leer bi accident na ba ma gikunti apon ku be nyoge rafe ra turi ya lisa ko ere mu me turira. Plusieurs initiatives ont été entreprises par les autorités communales pour interdire que les ordures soient déversées sur ce site. Mais selon le chef de quartier de Sanoya, des inconnus continuent de déverser puis brûler des ordures là, ce qu'ils ne peuvent contrôler. Nos populations souffrent et ce n'est pas notre vœu. Mais c'est une décharge qui est devenue une décharge à peu près populaire. Toutes les communes viennent nuitamment ici pour déverser les ordures pendant que nous on est couchés. Et souvent si vous voyez au bord de la route, c'est quand les gens viennent, ils ne peuvent même pas, ils ont peur d'être appréhendés, ils préfèrent vider leur contenu le plus vite possible. Des PME aussi échappent à leur contrôle pour y déverser des déchets. Pour cela, ce citoyen propose une solution aux autorités. Pour atténuer l'effet de la fumée et permettre aux véhicules de circuler ainsi qu'aux riverains de respirer de l'air moins pollué, la mairie fait recours en permanence au service de sapeurs-pompiers.
Image incroyable. Comme prévu dans son plan d'action, l'association 48 heures pour la Guinée poursuit sa mission et tient sa promesse. Elle s'est rendue à la cité de solidarité de Amdalaï où elle a procédé à la distribution de jouets, de chaussures et de nombreux maillots du footballeur international guinéen, franco-guinéen Paul Pogba. Antoinette Dédé Onivogui, Tiarnosa Douba ont suivi cet élément pour ce public reportage. Dans le souci d'apporter son grain de sel à l'épanouissement de la jeunesse guinéenne, l'association 48 heures pour la Guinée commence son périple par les visites guidées des écoles ciblées et centres humanitaires. À la Cité de la Solidarité, ils ont procédé à la distribution des jouets, des chaussures, des vivres ainsi que des maillots du footballeur international Paul Pogba. Merci à Mathias Pogba. Merci à Florentin Pogba. Merci à la maman Pogba. Vraiment, je suis comblé de joie et de bonheur parce qu'ils sont venus donner le sourire aux enfants des pensionnaires de la Cité de Solidarité. Je remercie infiniment la famille Pogba. Toutes ces actions tiennent particulièrement à cœur à toute la famille Pogba qui n'oublie pas son origine et est fortement engagée à sensibiliser à l'avenir des enfants de la Guinée. Comme le dit le dicton, seul t'avances vite, mais ensemble on va plus loin. Donc ce message il est parfait pour ce genre de choses. Donc l'aide du gouvernement du pays, avec plaisir on viendra vous accueillir. Le second volet sera de lancer les chantiers de forage, des puits pour eau potable dans 7 villes, notamment Conakry, Kindia, Labé, Kankan, Gekedou, Massanta et Nzerekore. La création de ces pompes à eau est prévue au pied des écoles. Elle permettra donc aux parents de s'approvisionner en eau potable et les enfants trouveront plus facilement l'accès à l'éducation. Ailleurs dans le monde, nouveau confinement annoncé pour l'Angleterre et l'Écosse, alors même que la Grande-Bretagne commence à déployer le vaccin contre le coronavirus Oxford AstraZeneca, ce qui pourrait changer la donne dans la lutte contre la maladie au niveau mondial. Suivez. Les Britanniques à nouveau confinés. L'Écosse, la première à fermer ses écoles et entreprises non essentielles, des mesures similaires à celles de mars dernier. And according to recent analysis of PCR test samples, it appears that the new variant already accounts for almost half of all new cases in Scotland. That increased and faster spread is undoubtedly driving the very serious situation we now face. Le Premier ministre britannique a suivi le mouvement en confinant à nouveau l'Angleterre. With most of the country already under extreme measures, it's clear that we need to do more together to bring this new variant under control while our vaccines are rolled out. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant. En France, l'heure est à la vaccination. Cependant, elle rencontre des difficultés. Moi, j'ai discuté avec mon homologue belge hier. Ils ont réalisé quelques centaines de vaccinations. De la même manière que la France, à la fois pour roder, je dirais, la logistique, pour donner du temps à la consultation médicale, pour pouvoir préparer les choses dans de bonnes conditions, sans que ça ne fasse de polémique. J'entends qu'il y a une partie de l'opposition qui s'élève contre la lenteur. Nous avons, de toute façon, vous le savez, et j'avais décidé d'accélérer cette campagne vaccinale en étendant les cibles prioritaires aux soignants, sans attendre d'avoir terminé de vacciner. Sur le continent africain, le président centrafricain sortant Faustin Archange Touadéra est déclaré réélu sans surprise à la présidentielle du 27 décembre par l'autorité nationale des élections ANE en abrégé, mais dans un scrutin où un électeur sur 2 n'a pas pu voter sous la menace d'une offensive rebelle dans un pays aux 2 tiers sous la coupe du groupe armé. Suivez. Les militants du mouvement Cœur Uni peuvent fêter leur victoire. À Bangui, la capitale centrafricaine, l'ANE
L'autorité nationale des élections a annoncé mardi dans la soirée les résultats provisoires du scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre. Leur candidat, le président sortant Faustin Archange Touadéra, l'emporte sans surprise au premier tour avec 53,92% des voix au terme d'un cycle électoral mouvementé. Monsieur Faustin Archange Touadéra, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 avec 346 687 voix, soit 53,92% est déclaré élu. Les résultats définitifs doivent être publiés le 19 janvier après examen des éventuels recours. Mais déjà, les contestations pleuvent alors qu'un électeur sur deux n'a pas pu voter. Alseni Bari et Malik Sangana Kamara qui ont commenté ces images de l'AFP. Retour en Guinée, quel est l'état de la capitale guinéenne à l'heure actuelle sur le plan climatique? Les organismes sont éprouvés la nuit et ce n'est pas non plus la journée que le soleil se montre clément au-dessus de nos têtes. Si le commun des mortels s'interroge sur les spécialistes, les spécialistes de la météo, eux, observent et trouvent des explications. Le changement climatique est un processus qui ne date pas d'hier, comme vous le verrez à travers ce grand format que nous signent Mamadou Sadio Baldé et Amar Alexilas Lang de la rédaction. Or, la chaleur qui a été dégagée, maintenant, quelque part, elle doit être consommée quelque part. Prenons juste les 10 dernières années pour comprendre qu'une anomalie s'opère au niveau de la température, tant au niveau national qu'international. Je dirais que de 2010 à 2020, c'est la décade la plus chaude qui a été constatée, où les relevés de température ont montré que c'est la décade, c'est-à-dire les 10 années les plus chaudes depuis qu'on a commencé à effectuer des mesures météorologiques vers les années 1850. En dépit de cette sensation de chaleur, les températures dépassent rarement 30 à 36 degrés. Mais d'autres phénomènes contribuent à l'étouffement des citoyens à Conakry, surtout la nuit. Ce que vous devez comprendre, pendant la journée, le sol absorbe les rayons solaires. Et pendant la nuit, lorsqu'il y a le refroidissement, ce sont ces rayons solaires, la chaleur qui a été emmagasinée, que le sol cherche à renvoyer dans l'espace. Donc malheureusement, s'il y a maintenant un obstacle, que ce soit des nuages ou bien une nappe de poussière quelconque, maintenant en dessous, maintenant cette nappe à son tour aussi renvoie maintenant cette chaleur vers le sol. Bon, c'est ce qui fait que pendant la nuit, malheureusement, pendant que tout le monde est au repos, maintenant on a l'impression qu'on a cette sensation de chaleur. Il y a aussi la présence de plus en plus d'engins roulants. Le plus souvent, ceux qui s'offrent des voitures climatisées peuvent également s'offrir des habitations de luxe. Les pauvres vont humer la poussière et se faire asphyxier par la chaleur la nuit. Ces véhicules, ces concentrations, parfois à certains niveaux, ces embouteillages, pendant un bon bout de temps, les véhicules sont là. Chaque véhicule maintenant est en train de dégager. Les moteurs ne sont pas à l'arrêt. Maintenant, certainement, si on arrive à faire l'inventaire des gaz qui se brûlent au cours d'une certaine période de la journée, je crois que la concentration est très élevée. Or, la chaleur qui a été dégagée, maintenant, quelque part, elle doit être consommée quelque part. Le service météo, c'est un travail méthodique qui suit surtout l'évolution de la science. Depuis la Guinée française, ce service, en dépit des hauts et des bas enregistrés, se maintient. Le directeur national maîtrise les allées de la salle de documentation par cœur. Ici, ça, ce sont les carnets de 1943, c'est-à-dire là où on a enregistré les températures heure par heure de 1943 à Massanta. Nous avons les mêmes informations pratiquement pour toutes les préfectures.
Les anciens n'avaient pas d'outils numériques certes, mais le travail méthodique et la détermination ont laissé un héritage gardé soigneusement. Maintenant, ici vous avez Fria, de l'autre côté vous avez Sigri de 2001 à 2010. Et je voudrais rappeler, ici vous avez Sigri aussi de 1947 à 1950. Donc c'est vous dire que pratiquement nous détenons la banque la plus riche en information climatique et environnementale au niveau de notre pays. Donc certainement on aura l'occasion de vous présenter les premières observations qui ont été effectuées en 1897. Donc je voudrais rappeler que c'est sur la base de ces informations que chaque pays a eu à identifier le taux de variation du climat dans son pays. Ce service migre entre les différents départements. Il évolue également en fonction des mutations techniques. Pour ne pas perdre tout héritage, il est temps de numériser les documents. Avec la luminosité. Le plateau de présentation météo, la salle de montage, en fonction des données qui tombent, ces techniciens mettent à la place publique leur quotidien. Bernard Koundounou, accompagné de l'équipe de la rédaction politique et celle technique d'Espace TV, ont réalisé ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.